Bonsoir! Dans cette vidéo, on va traiter l'exercice 8 de votre TD sur les relations dans votre cours de fondement des maths en s'intéressant à la relation suivante, définie par la formule que vous voyez ici dans l'énoncé, et qui peut sembler un peu abstraite puisqu'elle porte sur un ensemble dont on ne parle pas souvent, l'ensemble des partitions de E. Donc, vous avez dû voir en cours ce qu'on entend par une partition de E. Mais un petit rappel ne fera peut-être pas de mal. Donc, P est une partition de E. Donc, elle appartient à notre ensemble pi E. Si c'est un sous-ensemble des parties de E, donc autrement dit, P, c'est une famille de sous-ensembles de E. Les éléments de P sont des sous-ensembles de E qui vérifient les deux propriétés suivantes. L'union de tous les éléments de joli P, ça fait E tout entier. Donc les éléments de joli P recouvrent E. Et d'un autre côté, ils sont 2 à 2 disjoints. Si j'en prends deux différents, deux éléments de joli P différents, alors ils sont disjoints. Donc dans ce cas, chaque élément de E, il est dans exactement l'un des sous-ensembles de joli P. Si on essaye de faire un dessin avec des patates, ça c'est E. Et j'obtiendrai une partition en le découpant en sous-ensembles disjoints. Par exemple, je pourrais prendre celui-là, celui-ci, celui-là, celui-là et celui-là. Donc ces sous-ensembles recouvrent E tout entier. Si par exemple lui, je l'appelle P1, P2, P3, P4, P5 et P6. Alors, l'ensemble P1, P2, l'ensemble dont les éléments sont les sous-ensembles P1, P2, P3, P4, P5, P6 de E est une partition de E. Et donc dans notre exercice, on note ça appartient à pi de E. Et vous voyez que j'aurais pu découper de moult autres manières, donc il existe tout un tas de partitions sur E. Par exemple, il existe une partition stupide qui a un seul élément, c'est E tout entier. Si je prends un seul gros bloc qui est égal à E, bah du coup l'union de ces blocs, ça fait E, et comme il n'y en a pas de différents, et ben, si j'en prends deux différents, ils sont disjoints, c'est toujours cette histoire de faux implique tout le monde. Un autre ensemble peut-être un peu stupide, mais légèrement moins tout de même, c'est de prendre tous les singletons. Donc pour chaque élément X dans E, je le mets dans sa petite case tout seul, deux petites cases comme ça ne se touchent pas, et je recouvre comme ça E tout entier. Donc ça, ce sont deux exemples de partitions de E. Ok, donc c'est sur ces objets-là qu'on va travailler dans notre exercice ici. Pi1 et Pi2, ce sont des partitions de E. Et donc quand on dit P1 appartient à Pi1, ça veut dire que P1 est un sous-ensemble de E qui fait partie de la partition Pi1, comme ici. Ceci étant dit, donc on considère cette relation. Pi1 est en relation avec Pi2 si et seulement si pour tout P1 dans Pi1, P1 est inclus dans l'un des sous-ensembles P2 de Pi2. Donc l'idée qu'il faut avoir de ça, c'est que Pi1 est en relation avec Pi2, en quelque sorte si Pi2 est un redécoupage, si Pi1 est un redécoupage d'un découpage plus grossier Pi2. Donc là, par exemple, on pourrait se dire que Pi2, ça pourrait être celui-là, je l'appellerais par exemple
Q1. Celui-ci, je prends le même que Pi1. Je l'appelle Q2. Ensuite, je prends ces deux-là. Ça pourrait me donner Q3. Et enfin, P2, je le mets tout seul dans un ensemble Q4. Pi2, du coup, c'est la partition Q1, Q2, Q3, Q4. Et c'est un exemple où Pi1 est en relation pour la relation R avec Pi2. Donc, je vous laisse regarder ça de plus près pour essayer de comprendre un peu ce que raconte cet exercice. Et il va s'agir de montrer que R est une relation d'ordre. Autrement dit, il va falloir qu'on montre que R est réflexive antisymétrique et, tous en cœur, transitive. Donc montrons ces propriétés une par une. Commençons par montrer que R est réflexive, c'est-à-dire que si je prends une partition π, elle est en relation avec elle-même. Donc je prends π, une partition de E, donc un élément de mon ensemble π de E. Montrons que π est en relation avec π. C'est-à-dire, pour tout P1 dans π, je cherche un P2 dans π, tel que P1 est inclus dans P2. Soit du coup un élément quelconque P1 dans π. On cherche donc un P2 dans π tel que P1 est inclus dans P2. Et là, c'est pas très compliqué, il suffit de prendre P1 égale P2. Donc on a bien trouvé un élément P2 de π tel que P1 est inclus dans P2, puisque ici, P2 égale P1. Donc on a bien montré que la relation R était réflexive. Comme vous voyez, c'est assez abstrait, mais si on s'accroche aux définitions, ça nous donne un plan de bataille pour aborder chaque propriété, et du moment qu'on ne se pose pas trop de questions, on arrive à la fin sans trop souffrir. Ok, il s'agit maintenant de montrer que R est antisymétrique. Pour ça, il faut que je prenne deux éléments de l'ensemble π de E, donc π1 et π2, tels que π1 soit en relation avec π2 et π2 en relation avec π1, et il faut que je montre qu'en fait elles sont égales. Soit π1 et π2, deux partitions quelconques de E. Il s'agit de montrer que... je suppose déjà que π1 est en relation avec π2, π2 est en relation avec π1. Il s'agit de montrer qu'en fait, π1 et π2 sont une seule et même partition, c'est-à-dire qu'elles contiennent les mêmes sous-ensembles de E. Autrement dit que, par double inclusion, que chaque élément P1 de π1 appartient à P2 et vice-versa. Ok. Soit donc P1 dans π1, il va s'agir de montrer que P1 appartient à π2. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Puisque π1 est en relation avec π2,
pardon, c'est Pi1 qui est en relation avec Pi2 et non P1. Comme Pi1 donc est en relation avec Pi2, ce que ça nous dit, c'est qu'il existe un P2 dans Pi2 qui contient P1. Maintenant, je sais que P2 est en relation, Pi2 est en relation avec Pi1. Donc pour ce P2-là, il existe un P1' dans Pi1 qui contient P2. Donc j'ai au total P1 qui est inclus dans P2 qui est inclus dans P1'. Mais Pi1 c'est une partition. Donc si P1 est inclus dans P1', c'est que P1 inter P1' est non vide. Du coup, P1 égale P1'. C'est la contraposée de la deuxième propriété des partitions. Si P1 est différent de P1', alors P1 inter P1' serait vide. Et donc par contraposé, si P1 inter P1' est non vide, alors P1 égale P1'. Donc P1 égale... Si P1 égale P1', cette relation d'inclusion nous dit en fait P1 égale P2 égale P1'. Mais du coup, puisque P1 est égal à un élément P2 de Pi2, puisque P2 il appartient à Pi2, on a bien montré que P1 appartient à Pi2, et c'est bien ce qu'on souhaitait. On a donc que Pi1 est incluse dans Pi2. Évidemment, on peut faire le même raisonnement dans l'autre sens, hein, il suffit d'échanger tous les 1 et tous les 2 pour obtenir de la même façon que si P2 appartient à Pi2, alors P2 appartient à Pi1, autrement dit, Pi2, la partition Pi2 est incluse dans Pi1. Donc c'est exactement le même raisonnement comme je vous disais en échangeant 1 et 2. Donc Pi2 égale Pi1. Et c'est bien ce qu'on voulait démontrer. Donc la relation R est bel et bien antisymétrique. Ça, c'est bon. Il nous reste donc plus qu'à montrer qu'elle est transitive. Donc là, il va falloir non pas une, non pas deux, mais 3 partitions pour tester cette propriété. Allons-y donc courageusement pour montrer que R est transitive. Donc je prends Pi1, Pi2, Pi3 des partitions de E. Pardon, elles sont dans Pi de E. Et je suppose que Pi1 est en relation avec Pi2. Et Pi2 en relation avec Pi3. Et je veux montrer que Pi1 est en relation avec Pi3.
Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il faut que je montre que pour tout P1 dans Pi1, il existe un P3 dans Pi3, tel que P1 est inclus dans P3. Allons-y donc. Soit donc un P1 un élément quelconque de Pi1. Je cherche maintenant le Pi3 qui va bien marcher. Pour ça, je vais utiliser ceci. Comme Pi1 est en relation avec Pi2, ce que ça me dit, c'est qu'il existe un P2 dans Pi2 qui contient P1, tel que P1 soit un sous-ensemble de P2. Et maintenant, je vais utiliser cette deuxième propriété. Comme Pi2 est en relation avec Pi3, il existe donc un P3 dans Pi3 tel que P2 soit inclus dans P3. Mais du coup, ce qu'on a obtenu, c'est que P1 est inclus dans P2 qui est lui-même inclus dans P3. Donc il existe bien un élément P3 de Pi3 tel que P1 est inclus dans P3. Donc la relation Pi1, la partition Pi1 est bien en relation avec la partition Pi3, comme on voulait démontrer. Et ceci démontre que R est bel et bien transitive. On a donc montré que R était réflexive, antisymétrique et transitive. C'est donc bien une relation d'ordre. On va maintenant chercher, conformément à l'énoncé, ces éléments minimaux et maximaux. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pi, je vais la noter, pi min, elle est minimale pour R. Si et seulement si toutes les autres partitions sont en quelque sorte plus grandes que pi min. Autrement dit, pour tout pi dans pi de E, pi min, R, pi. Ici, on interprète le R comme une sorte de inférieur ou égal. Et du coup, si vous vous rappelez ce qu'on a dit au début sur la tête que ça avait, cette relation R, on a l'impression que du coup, pour trouver la plus petite possible, il faudrait prendre le découpage le plus fin possible. Et le découpage le plus fin possible, on a parlé au début, c'est le découpage par les singletons. Je vais le noter pi s. La partition des singletons de E. Et on va montrer que cette partition-là, elle est minimale pour R. Du coup, il faut que je montre ceci, que pour toute autre partition, j'ai pi s, R, pi. Soit donc pi une partition de E, je dois montrer que pi s, la partition des singletons, est en relation avec pi. Soit donc un élément de pi s, donc ça va être un singleton, puisque pi est une partition, la première propriété des partitions, c'est que
l'union de tous les éléments de pi, ça fait E tout entier. Or, X, c'est un élément de E. Donc, d'après ceci, il existe un élément P de pi tel que X appartienne à P. Et que X appartienne à P, ça revient à dire que singleton X est inclus dans P. Et ça, c'est justement ce qu'il nous faut pour pouvoir dire que pi s est en relation avec pi. On peut aussi montrer que pi s est la seule partition minimale de R. Sauf si vous ajoutez des copies de l'ensemble vide, ce qui n'est pas très intéressant. Donc, montrons ça. Réciproquement, si pi min est minimal pour R, alors pi min en particulier, donc pour toute partition de E, pi min doit être en relation avec pi, pour toute partition pi, et du coup ça doit être vrai en particulier pour la partition pi s dont on vient de parler. Mais alors, pour tout p dans pi min, il existe un élément de pi s tel que p est inclus dans cet élément, et les éléments de pi s, ce sont des singletons. Autrement dit, il existe un x dans E tel que p soit inclus dans x. Donc de deux choses l'une, soit p égale vide, soit p égale x. Et du coup, tous les éléments de pi min, soit c'est des singletons, soit c'est le vide. Donc pi min, c'est soit pi s, ou c'est pi s avec le vide en plus. Donc ces deux-là, ce sont les deux seuls éléments minimaux sur pi de E pour la relation R. Intéressons-nous maintenant aux éléments maximaux. Donc cette fois, pi max, une partition de E, on va dire qu'elle est maximale si elle est plus grande que tous les autres pour la relation R. Autrement dit, si pour toute partition de E, on a pi en relation avec pi max. Encore une fois, pour comprendre cette définition, il faut interpréter le R comme une sorte de inférieur ou égal. Du coup, encore une fois, on revient à notre intuition sur le dessin. Les partitions maximales, ça sera l'air d'être celles qui ont les plus gros blocs possibles. Il n'y a pas de partition qui a le plus gros bloc que celle qui consiste à prendre un seul bloc, qui est l'ensemble tout entier. Je vais appeler ça pi E.
la partition qui contient seulement un seul bloc, seulement l'ensemble E. Montrons que celle-là est maximale. Il faut donc qu'on vérifie cette propriété. Soit donc pi une partition de E, on doit montrer que pi R pi E. Donc soit P dans pi, alors on cherche P' dans pi E, tel que P est inclus dans P'. Puisque pi est une partition, P est inclus dans E. Hein, les éléments de pi sont des sous-ensembles de E. Et E appartient à pi E. Donc on a bien pi en relation avec pi E. Et comme ça c'est vrai pour n'importe quelle partition pi, ça nous dit que pi E est maximal. Et en fait c'est la seule. Puisque si une partition est maximale, en particulier, on doit avoir pi E, R, pi max. Si pi max est maximal, on a en particulier pi E, R, pi max. Puisque dans ce cas-là, on doit avoir que toutes les partitions sont en relation avec pi max, donc en particulier, ça va être vrai pour pi E. Mais alors, puisque E est un élément de pi E, il existe P dans pi max, tel que E est inclus dans P. Sauf que P, c'est un sous-ensemble de E, donc P est inclus dans E, donc en fait, P égale E. Du coup, un des éléments de pi max, c'est E. Or, pour tout élément Q dans pi max, puisque pi max est une partition, si P est différent de Q, alors P inter Q égale vide. C'est-à-dire E inter Q égale vide. Mais Q, il est inclus dans E, donc la seule façon pour que E inter Q soit vide, c'est que Q lui-même soit vide. Ça, c'est parce que Q est inclus dans E. Donc de deux choses l'une, soit il n'y a aucun élément Q différent de P, et s'il y en a un, c'est forcément l'ensemble vide. Donc pi max, soit c'est pi de E, soit c'est pi de E union vide. Ici, bien sûr, il faut mettre des accolades autour de autant pour moi. Donc les éléments maximaux pour la relation R, c'est pi E et pi E avec l'ensemble vide en plus. J'espère que malgré le degré d'abstraction, c'était à peu près clair, et je vous remercie de votre attention.